Je m'appelle John Crowley, je suis responsable ici à l'INESCO, entre autres choses, des programmes de philosophie et de sciences humaines au sein du secteur des sciences sociales et humaines. Et je suis notamment le responsable de la coordination de la Journée mondiale de la philosophie, célébrée chaque année, vous le savez, le 3e jeudi de novembre. Nous ne sommes plus le 3e jeudi de novembre, mais nous sommes encore dans la célébration de la philosophie à travers sa journée mondiale, et donc je me réjouis tout particulièrement de pouvoir accueillir ici aujourd'hui Miguel Benassayag pour continuer une discussion que nous avions déjà hier sur la question des générations futures, que nous avions retenu comme thème fédérateur pour la Journée mondiale de la philosophie, qui évidemment a été célébrée un peu partout, de multiples manières et sur des thèmes les plus divers. Comme vous le savez, pour l'ensemble des agences des Nations Unies, pour l'ensemble du système des Nations Unies, la question des générations futures nous interpelle à partir de la réflexion sur le développement durable. La question des générations futures est à la fois la question de notre identité, c'est-à-dire de la base sur laquelle nous pouvons nous projeter dans un avenir au long cours, avec toutes les questions que cela pose sur la constitution et sur le périmètre de ce nous, qu'on a trop facilement coutume de résumer à l'espèce humaine tout entière, comme si elle était homogène et égale devant l'avenir. Et en même temps, cette question des générations futures, telle qu'elle nous est posée institutionnellement, soulève des questions très importantes sur la communication, comment parler à des êtres qui n'ont ni visage, ni nom, ni pays, ni même époque, parce que les générations futures, c'est une notion indéterminée et homogénéisante qui rassemble tout l'avenir sous une seule étiquette. Des questions aussi de justice, de réciprocité, de solidarité. Nous avons invité un certain nombre de groupes d'enfants, du CM1 jusqu'à la 6e, dans des établissements français, à réfléchir très concrètement à ce que eux aimeraient dire aux enfants qui auront leur âge, non pas dans un futur indéterminé, mais le 3e jeudi de novembre en 2062, dans exactement 50 ans. C'est arbitraire, mais ça a le mérite d'être concret. Et les enfants ont travaillé au premier trimestre avec leurs enseignants, ont produit un certain nombre de contenus, des objets, des messages, des images, d'ailleurs très différents d'une école à l'autre, ce qui est en soi intéressant. Et ce que nous avons proposé à ces enfants ici à l'UNESCO hier, c'est de rassembler leurs messages dans une boîte métallique qui a été symboliquement fermée en la présence de la directrice générale elle-même et qui a été enterrée à l'entrée principale, là-bas, à la place de Fontenoy. Vous pourrez aller voir si vous le souhaitez, la petite plaque qui dit qu'ici est enterrée la capsule temporelle de l'UNESCO, enterrée le 15 novembre 2012 et destinée à être ouverte le 3e jeudi de novembre 2062. Moi, je vais intituler ce sujet « Pourquoi prendre soin des générations futures ?» et Miguel va parler en fait d'un point crucial qui est le présentisme. Il va intituler son allocution, sa conférence, tout ce que vous voulez. Il parle toujours très librement, sans préparer quoi que ce soit, tout au moins pas de texte. Il va l'intituler « Le présent permanent ». Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore Miguel Benassayag, je crois qu'il y en a quand même, je vais vous le présenter. C'est un philosophe un peu spécial, il n'est pas ordinaire, il est un philosophe qui aime la pratique, qui aime mettre en pratique ses idées, les idées, et qui travaille toujours sur le terrain, en situation. C'est pas un philosophe de l'abstraction. C'est, je crois que pour beaucoup d'entre vous, pour vous rassurer, parce que l'abstraction, on a du mal avec ça. Alors il n'est pas seulement philosophe, il est aussi transdisciplinaire, parce qu'il est aussi médecin et psychanalyste, biologiste, et il est pédopsychiatre. Donc, il faut bien gagner sa vie, quoi. Surtout quand on n'est pas dans les circuits académiques traditionnels. Parce que Miguel, il n'a pas voulu faire une carrière à la Sorbonne ou dans d'autres universités. Lui, il est dans le mouvement des universités populaires. Il est franco-argentin et né à Buenos Aires. Et dans sa prime jeunesse, je veux dire 17-18 ans quand même,
Il a participé à la lutte armée en tant que guévariste contre la dictature militaire argentine. Et ça lui a coûté cher, ça lui a coûté 4 ans et demi dans les geôles de cette dictature féroce. Il est auteur de au moins 25 livres, et je vais vous donner quelques titres de ces livres qui sont beaucoup en rapport avec son engagement. Déjà, pour commencer, l'engagement dans une époque obscure dans laquelle nous sommes. Hein. Pourquoi a-t-on des difficultés à prendre soin des générations futures aujourd'hui? C'est-à-dire, comment éduquer dans un monde où le futur est devenu une menace? Il ne faut pas se leurrer, nous vivons une époque de crise, pas seulement économique et sociale, mais aussi une crise de civilisation, où les valeurs qu'on nous a enseignées, les valeurs des Lumières, ont plus cours. La crise est aussi, elle n'est pas seulement dans l'éducation, elle est dans la famille, elle commence dans la famille. Hein. C'est crise de l'école, crise de la famille et rupture, par conséquent, rupture du lien social. Et toute la question est là. Comment retisser du lien social dans une société qui prône l'individualisme et l'individu roi? Je vais essayer, plutôt dans le sens d'une rencontre, de développer les points qu'une telle problématique, pour moi, soulève. Hein. C'est-à-dire quels sont les points, problèmes, voilà, on parle de la responsabilité envers les générations futures. Comme il a été dit, les générations futures deviennent de plus en plus une abstraction, c'est-à-dire on parle d'une abstraction, bon, les générations futures, effectivement. Je vais essayer d'avancer les quelques points de réflexion sur lesquels je travaille, qui expliquent un tout petit peu, non pas que d'un point de vue moral, nous sommes devenus des gens qui n'aiment plus ses enfants, ses petits-enfants ou les futurs, ou qu'on est devenu moralement très égoïste. Je vais essayer d'expliquer de mon point de vue quels sont les véritables points structurels, objectifs, qui sont en partie responsables de cette effectivement rupture des transmissions. Rupture de transmission, ça ne signifie pas simplement la perte de notre rapport dynamique avec le futur, mais aussi la perte de notre rapport avec le passé. Notre espèce, l'espèce humaine, se trouve face à un véritable problème majeur parce que l'axe synchronique, l'axe de maintenant, l'axe de actuellement vivant de l'espèce est en train de prendre les dessus par rapport à l'axe diachronique. Vous voyez? C'est-à-dire que notre espèce, je répète culturellement et biologique, mais bon, notre espèce humaine, est en train de vivre une mutation majeure dans laquelle les actuellement vivants, pour dire comme ça, pour nommer comme ça l'axe synchronique, n'est-ce pas? Les actuellement vivants, par une série de transformations technologiques, culturelles, etc., par une série de mutations très profondes, notre espèce est beaucoup trop centrée sur l'identité et l'existence et la survivance des actuellement vivants que dans l'axe diachronique. Si les actuellement vivants ne sont pas assez dotés pour survivre, eh bien la transmission est en danger. Mais imaginez-vous au contraire, et là on n'aurait pas imaginé parce que c'est nous, une espèce qui priorise à 100% l'actuellement vivant. Eh bien est une espèce qui, ni plus ni moins, est en train de proposer quelque chose d'absolument fou, c'est-à-dire une dépense d'énergie, une dépense de moyens, une transformation de l'environnement, tout en fonction des actuellement vivants, en mettant bien entendu en danger la transmission diachronique. C'est-à-dire c'est une logique dans laquelle
notre espèce et notre culture a pris une bifurcation un peu bizarre, qui est celle d'une revendication, d'une cassure de ces liens de transmission au nom de nous qui sommes là, nous on va vivre très très longtemps. Tout en sachant, sans vouloir le savoir, mais en le sachant quand même, qu'effectivement, ceci signifie deux choses. Dans l'avenir, la mise en cause de la survie, et dans le présent, l'inévitable développement de l'apartheid. Donc il y a là un cercle vicieux qui fait que cette folie du présent éternel, du présent qui ne passe pas, il n'y a que l'immédiateté de l'aujourd'hui, cette folie est un monstre circulaire qui se mord la queue, cercle vicieux, dans lequel effectivement cette orientation s'impose. Alors cette orientation s'impose de plusieurs côtés. Des côtés technologiques, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on ne puisse pas passer au futur? Qu'est-ce qui fait qu'effectivement, comme c'était dit, les futurs apparaissent comme une abstraction et les passés comme une erreur? En très peu de temps, notre espèce, elle a acquis, parmi d'autres, mais ne serait-ce que celle-ci, une mutation fondamentale qui est que notre espèce est la seule espèce qui est en permanence en communication, en créant ce qu'on pourrait appeler une sorte de monde imaginaire basé sur l'immédiat, la immédiateté, qui ne laisse aucune place, effectivement, à rien qui ne soit pas l'immédiateté, ni dans le passé, ni dans l'avenir, ni même dans la complexité des processus de pensée. Nous sommes dans le piège de croire que les progrès techniques, c'est toujours un plus, et on a beaucoup du mal à penser que dans la complexité organique d'une espèce et d'une culture, jamais, il y a eu un plus sans un moins. Jamais. Donc, l'homme de la communication immédiate a oublié tout bêtement de se poser la question, dis donc, cette puissance immense, de quel côté je suis en train de la payer? C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu incorporation organique, notre espèce ne s'est pas donné le temps, et notre culture, je répète, quand je dis espèce biologique et culturelle, notre espèce se caractérise par ça. Notre espèce, notre culture n'a pas eu le temps de métaboliser organiquement, c'est-à-dire dans la synchronie et la diachronie. C'est pas que je suis en train de vous bénir, c'est la synchronie et la diachronie. Alors, il n'a pas eu le temps de métaboliser organiquement dans des axes complexes l'arrivée de cette puissance qui nous a piégés dans un présent permanent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos contemporains sont capables d'être affectés, c'est-à-dire non pas penser dans le sens abstrait, mais être affectés, dans le sens de Spinoza, et d'être affectés par un futur jusqu'à l'âge de nos enfants de 30 ans. À partir de 30 ans, si on n'est plus d'accord avec eux, ciao. Vous voyez, c'est-à-dire que les liens vers demain, les liens qui se projettent vers demain, dans notre culture, sont des liens qui sont devenus des synapses interrompues. C'est-à-dire, nous sommes quand même les héritiers d'une culture qui a basé toute activité, de la plus privée à la plus sociale, la plus profonde, a basé ça dans l'idée de que le futur était une promesse. Tout était ordonné, hegeliano, marxiste, kantien, Comte, tout ce que vous voulez, tout était organisé dans l'idée de que ce qui ordonnait le présent était le futur. C'est-à-dire, si nous voulons, dans une petite phrase un peu slogan, dire comment
s'ordonnent les pratiques et la subjectivité de la modernité, c'est le futur légitime et ordonne le présent. Alors, quand nous parlons de la difficulté, de la responsabilité envers les générations futures, la pire chose à faire, et c'est ce qui était dit en introduction, c'est de penser aux générations futures. Parce que la question de la responsabilité envers les générations futures est une question qui nous regarde, nous, avec nous. C'est-à-dire, dans quel piège nous sommes aujourd'hui, dans quel piège de ces présents permanents qui écrasent tout dispositif des processus complexes, individuels, sociaux, de recherche économique. Alors, pour moi, la question de la responsabilité envers des générations futures, ce n'est pas de la futurologie, ce n'est pas d'essayer d'imaginer patatim patatin, c'est d'avoir le courage de voir que notre culture, notre espèce, et du coup notre monde, est piégé dans un présent absolument permanent et saturé, dans lequel il n'y a que l'immédiat, et que cette immédiateté rend ipso facto abstraite et lointaine toute autre chose qui ne soit pas cet éternel immédiat. Moi, je pense que la question des générations futures est une question qu'il faut traiter d'un point de vue plus anthropologique, c'est-à-dire la fonction anthropologique du futur, on appelle ça, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi la fonction anthropologique du futur? Ça veut dire que pas toute culture a pensé ou conçoit les futurs de la même façon. Nous sommes les orphelins de toute conception sérieuse de futur. Sérieuse dans le sens qui protège la vie. Nous sommes une culture d'un terrible entre-deux, espérons qu'elle soit entre-deux, non que les deux va arriver, qui a perdu toute conception concrète. Concrète, ça veut dire que je suis touché par ça, que ce n'est pas une abstraction. Notre culture est une culture qui a perdu, pour les raisons que j'ai expliquées d'une façon un peu rapide, a perdu toute possibilité d'être affectée concrètement par ce qui va venir après nous. Vous voyez? C'est-à-dire, ce qui va venir après nous, pour la modernité c'est une chose, pour le totémisme c'est une autre, pour l'animisme c'est une autre, vous voyez? C'est-à-dire que pour l'analogisme c'est un autre, c'est-à-dire pour chaque grand corps anthropologique, pour dire comme ça, ce qui va venir est incorporé ici et maintenant. Vous comprenez, le futur est une pratique ici et maintenant pour chaque culture. Comme il dit Saint Augustin, le présent, il a trois dimensions. La dimension du passé qui structure ce qui existe, la dimension du futur, que ce sont les ouvertures, les virtualités ici existantes, et la dimension du présent où on agit. Donc il n'y a pas autre futur que le futur présent. Notre culture, en crise, a perdu cet élément-là au présent. Nous n'avons pas perdu la possibilité de nous projeter. Nous avons perdu ce qui, dans le présent, nous permet de nous réarticuler d'une façon organique notre synchronie, les désirs que chaque fourmi a dès qu'on ne l'écrase pas, avec la diachronie, qui est que quand même ce qui compte, c'est la fourmilière. Mais que quelque chose commence à manquer, que les crises arrivent, que l'apartheid se développe, et vous verrez comment ce que Freud appelle les petits vernis des civilisations sautent en l'air. Parce qu'une culture qui est dissociée du passé et du futur est une culture qui vraiment est un grand danger d'une violence et d'une barbarie. Je pense que je me sens responsable vis-à-vis des générations futures. J'ai ce sentiment, j'aime bien cette expression, sentiment océanique, un sentiment d'appartenance à quelque chose. J'appartiens à un tout. Comme vous avez dit, c'est le présent permanent.
Voilà, ce sentiment est un présent permanent. Donc j'appartiens à tout, je ne peux pas me contenter de l'individualisme dont vous parlez, de vivre ce jour sans plus. Non, non, je fais partie, nous faisons partie des générations futures. Le pessimisme et l'optimisme sont des positions de passivité. La réalité, c'est comment on peut agir. Or, agir où? La technique modifie, dans une sélection réelle et complexe, l'espèce. Toutes les espèces, d'ailleurs par ricochet, mais les autres espèces. C'est-à-dire que plus nous sommes dans des comportements articulés à des techniques, plus la technique nous modifie, comme nous modifions la technique, mais il n'y a pas un homme pur à côté de la technique. La culture ne peut pas vivre dans cette immédiateté des nouveaux possibles apportés. Parce que dans la culture, ce n'est pas une question simplement de nouveaux possibles, c'est une question de est-ce que nous devons nous servir de ces nouveaux possibles? Où nous amènent ces nouveaux possibles? Ces nouveaux possibles sont désirables, vous comprenez? C'est-à-dire que la culture est un questionnement complexe dans lequel tout nouveau possible n'est pas du tout en soi positif. La technique est en train de devenir, par développement des possibles, le foyer de normativité. Je ne suis pas technophobe, simplement le problème, c'est que la culture et la vie n'ont pas le temps d'élaborer, de métaboliser de façon complexe, donc de sélectionner, c'est ça que je veux dire, sélectionner dans ces nouveaux possibles les possibles délétères. Nous n'avons pas le temps, ni biologiquement, ni culturellement, de sélectionner. L'avancée technologique permet aujourd'hui de travailler à mi-temps et de produire autant pour cette humanité pour qu'elle se nourrisse bien. Donc là, il y a un problème de partage de profit. Il y a un problème d'organisation autrement. Moi, j'aimerais vous poser une question parce que j'ai l'impression que lorsque vous parlez de la technique et de la technologie et que vous traitez de cette technologie en rapport avec notre culture, vous faites de la technique une fin, alors que j'aimerais la considérer comme un moyen et comme quelque chose qu'on pourrait utiliser pour faire quelque chose. Et alors moi, vous n'êtes peut-être pas technophobe, moi je suis technophile, vraiment. Et je pense que la technique est un moyen de diffuser différentes cultures. Il y a 50 ans, il serait impensable de découvrir comme ça de la musique argentine si on était en France ou de connaître spécifiquement la culture coréenne. Aujourd'hui, on peut le faire grâce à Internet, grâce à des outils. Et ça reste un moyen. Ça reste un moyen de faire quelque chose. Et je pense que ça peut nous faire avancer sur ce qu'on pourrait laisser aux générations futures. Si on pense la technique non pas comme un absolu en soi, quelque chose qui nous mettrait dans une crise, mais justement comme un moyen de progresser, je pense qu'on a tout à y gagner. Moi, je crois que la technique comme la macroéconomie, oui, historiquement, définit des buts qui sont des buts propres. Tu vois, comme dirait Michel Foucault, des stratégies sans stratège. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a émergence des niveaux d'organisation qui s'autonomisent et qui ne sont ni pour ni contre l'homme. Ils gagnent une autonomie. C'est à la culture, comme défi, de coloniser ces dimensions-là. Mais ces dimensions-là se sont autonomisées. Tu vois, par exemple, la macroéconomie, elle n'est ni pour ni contre l'homme. En ce moment, elle est en train de détruire la vie. Mais ce n'est pas parce qu'elle déteste l'homme, c'est simplement parce que ce sont des stratégies sans stratège. Bon. Donc, il existe ça. Il existe des dimensions comme ça. Ces dimensions-là, existantes, je ne suis pas technophobe dans le sens que je ne dis pas il ne faudrait pas qu'il existe. La question, c'est comment la culture, pour dire comme ça, et la vie, peuvent recoloniser ces lieux-là. Alors, je vais vous donner une réponse. Bon, donc, premier point, si ils sont une fin en elles-mêmes, malheureusement, ils se sont autonomisés, ils prennent des communautés, mais très concrètement par rapport à la colonisation, puisque tu dis, je comprends tes propos en disant, mais si on colonise ces dimensions-là, tu vois, c'est comme si on dit, l'économie, si on arrive à coloniser des micro-secteurs de l'économie, ça serait mieux, parce que ça voudrait dire que l'économie serait à nouveau au service
de la vie. Aujourd'hui, elle est au service elle suit sa propre voie. Bon, c'est compréhensible, ce sont des stratégies sans stratège. Bon, très bien. Alors, la recolonisation, tu as tout à fait raison, mais je vais te répondre, elle a dit que j'ai plusieurs casquettes, mais c'est vrai, tu vois, c'est l'avantage de vieillir bien. J'ai travaillé pendant 30 ans en pédopsychiatrie. Non, bon. Alors, ce que je peux te dire comme expérience par rapport à la technique, c'est quand tu es face à quelqu'un qui possède ce qu'on pourrait appeler un endosquelette, tu vois, un désir endosquelette, qui n'est pas donc cet homme de la postmodernité tout à fait flexible, tout à fait modifiable à merci, tu vois. Quand tu es quelqu'un qui a un endosquelette artistique, philosophique, peu importe, tu vois, tu as quelque chose qui te oriente, tu vois. Effectivement, tu colonises la technique. Effectivement, tu utilises la technique pour ça. Mais le problème, c'est un problème épocal. Notre époque est une époque qui est en train de vider l'homme. C'est la construction de l'homme sans qualité, comme dirait Musil, tu vois. Donc, pour la immense majorité des gens qui, dans l'affolement permanent de la survie et de l'immédiat, on les vide de toute profondeur. C'est pas parce qu'ils sont cons, c'est parce qu'on les vide de toute profondeur et on les met dans l'immédiateté. Pour l'immense quantité de nos contemporains, la technique devient l'exosquelette, la technique et l'économie, il faut le mettre ensemble. La technique et l'économie deviennent l'exosquelette qui modèle leur vie. Et moi, je suis pour la transmission par l'exemple et qui se fait progressivement et tout naturellement et d'une façon épanouissante et sans rupture et en corrélation bien sûr avec le monde qui nous entoure. Alors, aujourd'hui en pédopsychiatrie, ce qu'on se rend compte, c'est que l'investissement, la façon d'investir les parents, les enfants, est une façon narcissique contractuelle. C'est un problème en pédopsychiatrie aujourd'hui. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que les parents, ils ont beaucoup du mal à investir l'enfant comme autre chose qu'une prolongation narcissique. Et si la prolongation narcissique ne te renvoie un bon miroir, ben, ils ont du mal à maintenir les liens. C'est un vrai problème. C'est un problème en pédopsychiatrie, c'est un problème en éducation. C'est-à-dire qu'il y a une difficulté actuelle pour que l'investissement de liens parents-enfants ne soit pas un lien de prolongation narcissique dans lequel l'autre doit me satisfaire et s'il ne me satisfait pas, je ne te connais plus. Bon, il faut comprendre que loin d'être la norme, une culture dans laquelle les gens se vivent comme des individus auxquels la pire chose qui peut arriver, c'est la mort individuelle, c'est absolument anthropologiquement une anomalie. C'est une anomalie. Pas seulement, ce n'est pas la norme. Vous voyez, tout le monde dit, mais c'est normal, personne ne veut mourir, tout le monde considère que la mort, c'est la pire chose qui peut arriver. Non. Anthropologiquement, historiquement, c'est une anomie, c'est une vraie anomie, due à une crise de culture majeure, que tout à coup, les individus qui composent une culture considèrent que la pire chose qui peut arriver, c'est que je meurs. Je ou ma prolongation narcissique. Ben, que notre culture ne soit plus capable de penser qu'un pari pour la vie implique parfois les désagréments de mourir, c'est quand même grave, vous voyez. Parce qu'il n'y a pas que l'Occident, je veux dire, maintenant il y a des pays émergents et qui ont d'autres conceptions que la conception très individualiste qui vient de l'Occident. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y ait que parallèlement à ce monde-là, le monde dans lequel on vit, on voit par exemple avec le prix Nobel de la paix, le monsieur qui a inventé les banques, vous savez, les banques pour... Est-ce que vous ne voyez pas dans quelque chose de positif, un nouveau monde qui se crée, où les valeurs qui seraient dominantes seraient plus les valeurs de l'hyper-individualisme? Le problème, c'est que partout existe, comme dans les cas du prix Nobel, des expériences pour créer du commun, de créer des liens solidaires, des expériences de respect de l'environnement, d'économie parallèle. Partout existe des expérimentations aujourd'hui. Il y a une sorte vraiment de course contre le temps. Hein? C'est-à-dire, est-ce que de cette expérimentation multiple pourra émerger quelque chose qui pourra faire le poids face à la destruction néolibérale ou pas?
Ça, on ne sait pas. La question de la conception du temps comme temps linéaire, etc., est aussi un des pièges de ce monde de la représentation du panoptique. Il y a d'autres temporalités. Bon, pour le dire concrètement, les physiciens aujourd'hui ne savent pas ce qu'est le temps. C'est-à-dire qu'un physicien ne peut pas vous dire qu'est-ce qu'est le temps aujourd'hui, parce qu'effectivement, la conception du temps comme une autoroute qui a ce qu'on a parcouru, ce qu'on parcourt et ce qu'on parcourra, c'est pas que ce soit faux, mais ce n'est qu'une dimension de ce qu'on appelle le temps. Bonjour, je suis bien contente de vos éclaircissements concernant toute cette question concernant la génération future. Je me pose toujours la question, je voudrais bien sortir de cette conférence avec un peu plus de conviction. Et ça me perturbe beaucoup de savoir qu'en dehors de ces considérations du temps linéaire et tout ça, que tout simplement, pratiquement, je fais quoi pour les générations futures? Comment je m'occupe de ma vieille mère alors que j'ai rien moi-même pour trouver du boulot, comme je suis précaire? J'ai mon enfant dont le père a des enfants qui ont 32 ans, lui il en a 9. Donc voilà, c'est... Que ce soit du côté familial ou du côté de la résistance à ça qui avance, dans les deux, il y a un axe unique, un dénominateur commun, qui est le problème de mettre l'individu au milieu. Si moi je me vis comme un individu, famille recomposée, homoparentale, famille multiple, je ne sais rien, si moi je me vis comme un individu en rapport conscient et libre arbitre, n'est-ce pas, avec les autres, ça, d'un point de vue même clinique, c'est toujours un désastre. C'est-à-dire, si on ne peut pas sentir que je suis les liens, que je ne suis pas un individu qui accepte des liens et qui refuse d'autres. Vous savez, vous citez Sabato, je vais citer Borges. Borges, il a une phrase très intéressante qu'il dit « La porte choisit, non l'homme. C'est la porte qui choisit, non pas l'homme. » Vous comprenez? C'est-à-dire, ce n'est pas l'homme en tant qu'individu qui choisit quelle porte va prendre. C'est la porte qui pousse l'individu vers un côté ou vers l'autre. La seule possibilité de résister, c'est de se rendre compte que je ne suis certainement pas un individu face à la globalité, que je suis qu'un tissu de liens. La possibilité d'expérimenter les liens comme quelque chose de réel, c'est la seule résistance actuelle qui fait que le futur ne soit pas ce qui va venir, mais que le futur, c'est ce qu'on construit ici et maintenant, parce qu'on sait qu'après moi, ce n'est pas le déluge. Qu'après moi, la vie qui m'a traversé pendant quelques moments, la vie dont j'étais en mode pendant quelques moments, continue. Et pouvoir bêtement aimer la vie. Parce que plus on s'aime soi, moins on aime la vie. Je sais que c'est une formule con, mais grosso modo, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Il faut penser qu'il y a deux problèmes essentiels là-dedans. Il y a l'individu, il y a l'aspect social et il y a l'aspect environnemental. Quand vous allez voter, ayez cette idée en tête. Qu'est-ce qui est bon socialement pour l'individu? Parce que quand on est en précarité, comme l'a dit madame, l'environnement, on n'a pas le temps de s'en occuper. Hein. Et puis après, il y a l'environnement, parce que c'est un problème crucial. Et nous sommes responsables. Alors quand vous votez, pensez à ça. Alors je voudrais juste, pour une dernière intervention, répondre à ça. Je crois vraiment que, mis à part ce qui est politiquement correct, il y a voter et voter. Et aujourd'hui pour aujourd'hui, vous connaissez tous, toutes plus ou moins, ce que Spinoza appelle le premier genre de connaissance. Hein, le premier genre de connaissance, c'est la méconnaissance totale. C'est je ne connais que ce par quoi je suis affecté passivement. Hein, c'est-à-dire, donc, c'est l'exemple de dire le soleil me brûle, le soleil est méchant. Le soleil me chauffe, le soleil il est gentil. Mais je ne connais rien du soleil parce que tout ce que j'ai accès, c'est à par quoi je suis affecté passivement. N'est-ce pas? Bon. Donc c'est l'ignorance totale. Or, il y a deux façons d'aller voter. La façon actuelle d'aller voter et de faire de la politique, c'est la façon premier genre de connaissance.
C'est-à-dire qu'on va voter non pas par rapport au programme, aux liens, aux sacrifices que les candidats énoncent, mais on va voter par rapport à moi m'arrange, à moi le soleil me chauffe, vous comprenez? À moi, ces candidats-là me donnent du chocolat. Et si ces candidats-là ne me donnent pas de chocolat, je ne vote pas. Et c'est un gros danger pour une démocratie, de que la politique soit faite de plus en plus dans ce que Spinoza a décrit très clairement comme premier genre de connaissance, c'est-à-dire que je vote par rapport à des considérations qui tiennent en compte seulement comment je suis affecté passivement par la chose. Vous voyez? Parce que ça veut dire quelque chose de très concret, ça. Hein? Spinoza était quelqu'un qui pensait des choses très très concrètes. Hein? Ça veut dire que si je ne peux avoir comme connaissance que ce qui m'affecte passivement, je ne peux jamais rien connaître par les causes et par les liens. Je n'ai pas accès à connaître les causes et les liens. Donc je ne peux sacrifier rien de ce qui est mon bonheur. Au nom de quoi? Je n'ai pas accès. Donc notre société de l'immédiat, cette société d'un présent éternel qui ne passe jamais, qui ne laisse pas de place pour le futur, est une société du premier genre de connaissance. Donc aujourd'hui, très malheureusement, il ne suffit pas d'aller voter. Il faut créer les conditions de protagonisme. Je sais que ça n'existe pas en français ces mots-là, c'est dommage que ça n'existe pas surtout la pratique, mais des protagonismes social qui garantit que des gens votent au deuxième genre de connaissance.